Effectivement, aujourd'hui, les adolescents ne vont pas bien. Toutes les enquêtes épidémiologiques montrent l'augmentation des tentatives de suicide, des troubles de l'anorexie, des phobies de tout type, des troubles du comportement, etc., des consommations de produits. Incontestablement, il y a une augmentation et du malaise et des différentes manifestations symptomatiques que présentent les adolescents. D'où est-ce que cela vient ? Beaucoup parlent effectivement des conséquences de ce qui s'est passé au moment du Covid. D'autres parlent des conséquences au niveau des changements du climat et de ce qu'on appelle maintenant l'éco-anxiété. D'autres enfin évoquent l'incertitude des temps présents avec la situation, la guerre en Europe par exemple. Mais je pense que ces explications environnementales ne suffisent pas à expliquer ce malaise qui d'ailleurs avait commencé un peu avant le Covid. Dès les années 2018-2019, on avait perçu les débuts de cette augmentation. Je pense aussi qu'il faut se pencher sur d'autres conditions environnementales, en particulier tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Internet, les fake news, etc. Je ne vais pas trop en parler, c'est devenu quelque chose un peu connu maintenant, mais vraiment les adolescents, à l'âge de l'adolescence, subissent une pression avec beaucoup de groupes qui font du lobby. Et là, les adolescents sont pris entre ces différentes contraintes. Mais il y a une deuxième remarque et une deuxième possibilité plus importante, me semble-t-il, c'est l'évolution depuis une trentaine d'années des conditions d'éducation des enfants. Depuis la fin du siècle précédent, les enfants aujourd'hui ne sont plus élevés traditionnellement, comme il était avant, comme des sujets placés sous l'autorité des parents, mais ils sont beaucoup élevés comme des individus avec cette forme nouvelle dans l'éducation, c'est l'exhortation, quelque chose de l'ordre de la séduction, je t'aime mon chéri, dis-moi que tu m'aimes, etc. Et aussi quelque chose qui consiste à stimuler l'autonomie de l'enfant, et l'autonomie de l'enfant, c'est constamment lui dire « qu'est-ce que tu veux mon chéri, dis-moi ce que tu veux », le choix, laisser l'enfant choisir. Tout cela aboutit au fait que dans l'éducation contemporaine, le rapport à soi précède le rapport à l'autre. C'est moi qui veux, c'est moi ceci, mon désir, etc. Alors que dans l'éducation traditionnelle, passé l'âge de la toute petite enfance, le rapport à l'autre s'imposait sur le rapport à soi. Tais-toi, écoute l'adulte, enlève ta casquette, dis bonjour, etc. Toute l'éducation et toutes les règles de politesse consistent à ce que l'autre passe avant soi. Ça pouvait donner des pathologies, des inhibitions, des névroses, etc. Les enfants dont leur désir est reconnu ont une forme d'aisance, ont une forme de sentiment presque de toute puissance qui va dans le sens d'une meilleure état de soi-même. Sauf que de temps en temps, ces enfants, ils doivent aussi rencontrer des limites, rencontrer des frustrations, et que là, ça ne va pas du tout. Et à l'adolescence précisément, c'est un âge particulièrement difficile. C'est une question éternelle. L'adulte, alors d'abord ça dépend beaucoup de la société. Il y a un siècle et demi, quand les enfants allaient à 14 ans dans les mines, ils étaient quasiment adultes avant même d'avoir traversé l'adolescence. D'ailleurs, l'adolescence, c'était uniquement les classes aisées qui se permettaient et s'autorisaient à avoir de temps de latence entre la fin des études et le début de la vie adulte. La plupart des jeunes des classes ouvrières et des classes paysannes étaient, je dirais, propulsés dans l'âge adulte avant même d'avoir été adolescents. Aujourd'hui, effectivement, les adolescents traversent une grande période, je dirais, de jachère sociale, d'attente sociale avant d'entrer dans la société, période de plus en plus grande, d'autant qu'en plus il y a le chômage des jeunes, il y a la durée des études, etc. Et cette jachère sociale, elle est au service, je dirais, du développement individuel et du développement de la personnalité. Je vais prendre simplement un exemple. Jadis, les êtres humains de sexe féminin devenaient mères avant même d'être femmes. Aujourd'hui, les êtres humains de sexe féminin peuvent expérimenter leur féminité avant de devenir mères. Et je dirais qu'il y a là toute la question, justement, du temps de l'adolescence. Donc dans nos sociétés, il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation d'adolescence, et je pense que ça ira en augmentant. J'ai même envie de dire, notre société étant une société de changement, d'adaptation, eh bien, la nécessité de garder en soi cette capacité de changement qui caractérise l'adolescence, eh bien, tous les êtres humains devront la garder très longtemps, pendant toute leur carrière professionnelle, voire plus tard, pour justement répondre aux exigences de la société. Notre société est une société qui aura de plus en plus besoin d'adolescents et de moins en moins besoin d'adultes
en termes développementaux, je dirais, en termes de capacité d'adaptation. Pendant longtemps, le sexe et le genre ont été dans une forme de soudure, d'une coalescence, pour employer un terme de la physiologie. Coalescence, ce sont deux feuillets qui sont soudés l'un à l'autre. Sexe et genre ont été soudés, c'était un bloc. Voilà, on avait une identité qui mélangeait à la fois l'identité sexuée et l'identité de genre et la pratique sexuelle à travers ce que les personnes trans disent l'hétérosexualité normative. Voilà. En ouvrant et en désaccouplant le sexe et le genre, Judith Butler, à partir des travaux de l'école française, a effectivement créé quelque chose de l'ordre d'une ouverture. Parce qu'il y a le sexe, alors en dehors de ce qu'on appelle les intersexuations, qu'on appelait jadis hermaphrodisme, etc., en dehors des intersexuations qui sont quand même pas énormément très nombreuses, les autres êtres humains sont mâles X et X, XY, ou femelles XX. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est binaire. Mais à côté de ça, il y a le genre. Et le genre, par exemple, c'est garçon-fille. Garçon-fille, eh bien, il y a toutes les palettes dans les sociétés. On voit bien que c'est pas du tout la même chose d'être un garçon ou une fille dans les différentes sociétés, la manière de s'habiller, de se comporter, d'être au monde. Donc il y a une infinité de genres. Là où il n'y a que simplement deux sexes, XX, XY, pour les raisons de reproduction de l'espèce. Donc en ouvrant et en désaccouplant le genre et le sexe, on ouvre un champ nouveau, à la fois un champ de questionnement, et c'est ce dans quoi les adolescents se précipitent, un champ de possibilités pour ceux qui effectivement étaient en souffrance d'une inadéquation entre leur corps, leur genre et leur sexe, et ces genres qu'on appelle les transsexuels, les transidentitaires, et les transgenres, etc., étaient parfois très stigmatisés, très disqualifiés, très humiliés. Et effectivement, ils avaient une souffrance dont ils exigent qu'on la reconnaisse et d'une certaine manière dont ils exigent réparation. Mais à côté de ça, et qui reste quand même minoritaire, il y a tous ces jeunes aujourd'hui qui s'engouffrent dans cette nouvelle possibilité de questionnement. En 1960-70, un adolescent se disait « mais qui suis-je? Que vais-je faire de ma vie ?» etc. Aujourd'hui, un adolescent, en 2022, dit « mais de quel sexe suis-je? Quel genre ai-je? Quelle sera ma sexualité ?» etc. Sachant aujourd'hui que le genre fluide, la sexualité, la bisexualité, etc., c'est l'opportunité pour beaucoup de jeunes de goûter, et je fais exprès de dire ça, de goûter à toutes les facettes de la vie. La pédopsychiatrie, comme chacun sait, est en situation de grande souffrance. Parce que c'est une discipline qui n'a pas trop de boîte magique. Une résonance magnétique nucléaire, un électrocardiogramme, électroencéphalogramme, une transplantation de cerveau, etc. Pour l'instant, non. Notre instrument à nous, c'est la relation. Psychothérapie, rééducation orthophonique, psychomotricité. C'est donc la qualité humaine et la relation humaine. Or, dans notre pays, la relation humaine et la relation à l'entourage, c'est quelque chose de compliqué, ça demande du personnel, c'est coûteux. D'autre part, et ça c'est peut-être encore plus important, on est entré, comme je l'ai évoqué, dans l'idéologie de l'individu. L'individu, il est dans son corps, dans sa tête, et d'une certaine manière, son cerveau lui appartient. Et le cerveau, c'est l'organe de l'individu. Et chaque fois qu'on va chercher l'origine des troubles psychologiques ou des troubles psychiatriques strictement et uniquement dans le cerveau, c'est qu'on est effectivement dans une idéologie de l'individu. Dont je dis la religion de l'individu, c'est mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Je pense que ceux qui m'écoutent là en ce moment, et moi-même, nous sommes tous d'accord avec ça. Sauf que l'enfant, lui, le bébé, il naît, NAIT, dans la relation à l'autre, dans la dépendance aux autres. La relation, pour un bébé, c'est l'oxygène qu'il respire en termes psychiques. C'est son oxygène psychique, mental. Et donc, se centrer sur le cerveau de l'enfant, sur ses anomalies, etc., sur le déficit du cerveau, c'est une pédopsychiatrie inscrite dans une problématique du déficit et pas dans une problématique de la construction d'une fonction. C'est une chose d'avoir un déficit langagier, à cause, par exemple, d'un traumatisme crânien, etc., et c'en est une autre de comprendre ce qui est nécessaire pour qu'un langage émerge.
Nous, les pédopsychiatres, nous travaillons sur les conditions d'émergence des fonctions. Or, les conditions d'émergence des fonctions vont largement au-delà des conditions qui créent un déficit dans une fonction une fois qu'elle est installée. Cette confusion-là, c'est un problème dramatique pour notre discipline. Parce qu'effectivement, ça réduit le questionnement au cerveau. Alors, c'est très pratique parce que du coup, l'environnement, on n'en parle plus. Il n'y a plus de problème dans l'environnement. Il ne faut pas culpabiliser les parents, bien évidemment, et il ne faut même pas qu'ils soient responsables de n'importe quoi. Il ne faut pas culpabiliser l'école, il ne faut pas culpabiliser la société, etc., etc. Sauf que l'enfant, c'est quand même quelque part un être placé dans l'interaction. Donc le problème de notre discipline, c'est qu'on a, nous, une croyance scientifique qui a quand même des bases solides, qui montrent que l'enfant et le tout petit se développent dans la relation à l'autre. Et on est dans une société dont l'idéologie est que l'individu a sa propre totalité et que l'individu est clos sur lui-même. Et ça pose des vrais problèmes de reconnaissance de notre discipline. Je crois qu'au-delà des problèmes de personnalité, de moyens, etc., il y a cette contradiction fondamentale. En même temps, je pense que les enfants et les adolescents sont les principaux, je dirais, vecteurs qui vont permettre à notre discipline de survivre à ces difficultés, parce qu'on voit bien qu'eux protestent, on voit bien qu'ils ont des difficultés, et on voit bien aussi que les recherches sur le cerveau, c'est très important, comprendre les fonctions. Et il ne faut pas confondre une perturbation fonctionnelle d'une fonction mentale avec une perturbation structurelle. Et là, c'est un vrai problème. Je m'adresse là, par exemple, aux psychiatres d'adultes. Et à propos du DSM, c'est très intéressant. Si on lit le DSM-5, par exemple, à la page qui ouvre sur les troubles neurodéveloppementaux, neurologiques, à 7 reprises, dans la première page, il y a le mot déficit. C'est-à-dire que la pédopsychiatrie et les troubles de l'enfant sont perçus uniquement dans une vision déficitaire et pas du tout dans une dimension émergentielle. Et ça, c'est un problème fondamental. J'espère m'être fait comprendre.